Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du Full Metal Podcast en format hebdomadaire. Rappelons que le Full Metal Podcast, pour ceux qui arrivent, est un podcast que je sors une fois par mois, généralement, avec des invités d'exception, que ce soit des spécialistes en philosophie, en culture manga, ou tout simplement des passionnés, parce que n'est-ce pas la passion qui alimente notre rapport au manga, où l'on décortique des thèmes, des œuvres et même l'histoire du manga. Et ce, avec une teinte propre à la chaîne, à savoir une teinte philosophique. Parce que pour ceux qui ne seraient toujours pas au courant, le Full Metal Podcast est une déclinaison de mon concept principal, à savoir le Full Metal Philo, que je crée autant sur TikTok que sur YouTube, plus présent sur TikTok cependant. Et les deux formats ont pour enjeu de démocratiser une forme de lecture philosophique des mangas, à sensibiliser à la philosophie les jeunes bacheliers qui préparent leurs épreuves, bref, en un format sympa, voire ludique. Et attention, on vient de dire le mot qui plaît à l'éducation nationale, c'est un format qui trouve peu à peu son public, et j'en suis clairement ravi. Mais que vient faire la version hebdomadaire ici ? Déjà, je me présente, je m'appelle Gatsu, je suis prof de philo et doctorant en philosophie, et donc je crée ce type de contenu depuis bientôt 1 an sur les réseaux. En novembre, je pense, ça va faire 1 an que je crée du contenu, et en tout cas de type Full Metal Philo, et je vous avoue que ça me fait énormément plaisir, parce que les gens sont au rendez-vous, les gens sont là, les gens interagissent, il y a une communauté qui est en train de se créer, mais surtout, les gens sont réceptifs à ce projet de pouvoir voir différemment les mangas, parce que d'une certaine façon, c'est même pas voir différemment, on les considère toujours comme étant source d'une pensée très puissante. Quand on a regardé Naruto quand on était jeune, au moment de sa sortie, ou même quand on le découvre maintenant, on peut pas s'empêcher de dire que philosophiquement, il y a des choses à dire. Et j'avais vu récemment une interview de l'actrice Adèle, je vais écorcher son nom, donc je vais le chercher, qui a fait la vie d'Adèle justement. Alors, je vais chercher son nom, Adèle... ça va sortir, voilà, Exarchopoulos, j'espère ne pas l'avoir écorché, qui disait que elle s'est mise à Naruto en cherchant de la lecture pour son enfant et s'est rendu compte que philosophiquement c'était très puissant. Donc déjà le terme a été balancé. Mais au-delà de ça, pourquoi commencer un format hebdomadaire ? Revenons à la question de base. Parce qu'en fait le format mensuel est sympa, très cool, mais il ne me permet pas du coup de créer quelque chose où c'est un rendez-vous assez régulier et ma production de vidéos va drastiquement diminuer avec la rentrée parce que le travail de professeur s'ensuit, parce que voilà, je vais avoir à peine le week-end pour faire du contenu, donc je me dis que je vais peut-être devoir ralentir la cadence. Cependant, le format podcast me paraît assez intéressant parce que c'est un format plus libre, il nécessite beaucoup moins de montage et surtout me permet de travailler une faculté que je ne maîtrise pas du tout en termes de création de contenu, à savoir l'improvisation. Parce que oui, avec la magie du montage, vous vous rendez pas compte, mais je lis une phrase et je m'arrête pour relire la suivante. C'est horrible, ça me prend un temps fou, mais le résultat m'a l'air fluide vu que beaucoup de gens me disent que j'ai l'air à l'aise face à la caméra. C'est peut-être de vil flatteur, mais ça marche. Cependant, le format podcast me plaît vraiment parce que je me dis... je vais pouvoir improviser, parler librement avec vous. Vous allez écouter ma voix suave, je l'espère, pendant les minutes qui suivent. Je ne connais pas encore la durée totale d'un podcast. J'aimerais bien viser 1 heure de podcast, ce serait pas mal. Mais voilà. Déjà, est-ce que ça enregistre ? Oui, ça enregistre toujours. Alors, c'est l'épisode 1. Je dirais même que c'est l'épisode 0 du format hebdomadaire. Donc, tout n'est pas encore parfait. J'ai pensé à quelques rubriques qu'on pourrait suivre. J'ai pensé à un fil rouge pendant ce podcast, mais aussi les autres podcasts. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Je reprends la lecture de mes notes. Donc... Je pense que c'est un projet qui pourrait être intéressant et un format aussi important pour l'avancement de ma chaîne parce que véritablement il va me permettre de vous continuer de proposer du contenu qui moi me tient à cœur et je pensais le sortir le lundi à 7h, enfin tous les lundis à 7h. Pourquoi pas le dimanche, pourquoi pas un jour où les gens ont du temps, parce que je me dis que moi j'aime bien écouter des podcasts le matin, quand je vais au travail, quand je prépare mon café, quand je me réveille, et j'ai envie de partager ce rythme avec vous. Alors oui, c'est enregistré le dimanche matin, mais voilà, je trouve que c'est une tranche horaire qui pourrait être assez intéressante. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça donnera, peut-être que ça évoluera, peut-être que le rythme évoluera, peut-être qu'on restera sur 1 fois toutes les 2 semaines, dépendant du nombre de copies que j'ai à corriger, de tout cela, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent depuis bientôt 1 an. Je ne sais pas si je l'ai dit dans cet enregistrement-là, parce que j'ai pas arrêté d'essayer des enregistrements différents, mais le Full Metal Philo va bientôt faire 1 an en novembre et
la communauté qui s'est créée est vraiment une communauté, comme on dit, golden. Et je vous remercie infiniment. Voilà, c'est d'abord une introduction de remerciement pour votre soutien continu, pour votre abonnement que j'espère est plus que rentable, pour vos réactions, pour tout cela. N'hésitez pas à soutenir aussi la chaîne sur TikTok et sur YouTube, et à vous abonner à mon Instagram si vous voulez voir des tranches de vie, parce que le format Slice of Life, on va pas le cacher, c'est quand même génial. Alors, c'est parti pour l'épisode 1. Première rubrique, à savoir les épisodes de la semaine. Alors, cette rubrique sera relativement courte parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais un très gros projet pour le mois d'août que je suis en train de réaliser, que j'aimerais finir pour fin août. On est quand même le 27, donc faut que je me presse pour pouvoir préparer mes cours de l'année. Ils sont déjà prêts d'une certaine façon, vu que ça reste toujours les mêmes cours, mais voilà, plus les adapter et les relire et me remettre dans le bain, tout ça. Mais voilà, j'ai pas pu voir grand chose et j'ai dû faire une sélection. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai pu voir JJK jusqu'à la fin. Du moins la première partie de la saison 2, et vous avez donc toutes les reviews sur mon YouTube. Non, moi ce dont je vous parle plutôt, c'est les épisodes du coup de la semaine qui sortaient, notamment Zom 100 dont j'ai vu 3 épisodes. Je regarde en faisant mon cardio Zom 100 et ça marche très bien, j'adore, et je trouve que le format est excellent. Ça apporte des questions hyper intéressantes sur le thème du travail, ça apporte des questions hyper intéressantes sur le thème du coup de la survie, enfin du bonheur aussi, du plaisir, enfin voilà, rappelons qu'il fait une bucket list à un moment, donc il y a une conception du bonheur qui est très démocratisée dans nos sociétés, qui est avec notamment les 10 milliards d'ouvrages sur la productivité, je veux dire les to-do list, tout ce que j'ai à faire avant de mourir, et on considère qu'on pourra être heureux après ça, mais est-ce que ça crée vraiment une fin qui peut amener à un bonheur? Est-ce que justement on ne retombe pas dans l'engrenage dont avait parlé Schopenhauer et qu'on connaît l'histoire de la philosophie vis-à-vis de la structure problématique du désir, dans le sens où à partir du moment où on va finir cette liste, on va se sentir satisfait, mais ça va reprovoquer de l'ennui, on va en faire une autre. Quoique, est-ce que ça la débunk pas justement, parce que la fin de la liste signifie aussi la mort, donc finir sa vie dans un moment de satisfaction, ça peut être intéressant, notamment aussi par rapport au thème du rêve, qui est un thème qui est commun dans le genre shonen. Non, j'ai dû faire une priorisation, j'ai dû prioriser les épisodes qui m'intéressaient le plus, et comme vous le savez tous, Bleach fait partie de mes mangas favoris, donc je ne pouvais pas passer à côté du cours 2, je sais plus pourquoi on dit plus saison 2, mais du cours 2 de Bleach, qui est sorti, et je vais vous donner mon avis sur ça. Donc, première chose, j'étais très déçu du début du cours 2. Vous pourrez réagir en commentaire sur du podcast ou autre, mais moi, en tout cas, les premiers épisodes, j'étais très déçu, malgré la qualité de l'image, j'étais très déçu de l'animation. Parce que je trouvais qu'en fait c'était des suites de diapositives, en fait des images fixes, mais avec 2-3 éléments qui bougeaient, des fois des effets, aussi la caméra qui bougeait, alors qu'on voyait juste par exemple sur iPhone parler, ou des choses comme ça. J'étais pas bluffé, en tout cas pas comme dans la première partie, qui elle était beaucoup plus dynamique. Et le ciel rouge, je vous avoue que je suis pas très fan, même si je savais qu'il allait exister dans le manga. Je savais pas qu'il avait la couleur rouge, peut-être que c'est précisé, mais en tout cas moi je m'en suis pas rendu compte. Et non, les premiers épisodes ont été... je les ai regardés avec un mais constant, et peut-être que ça peut se comprendre par le fait que Tite Kubo soit aux manettes, et je vous explique pourquoi. Je pense que c'est différent si on a un mangaka, parce que de ce que je dis sur Twitter, c'est lui qui supervise tout, mais un mangaka aux manettes, c'est différent parce que c'est son regard de mangaka, et pour lui, peut-être que son œuvre déjà textuelle, enfin le manga, le roman graphique, est déjà parfait et très beau. Et il manque peut-être de prise d'initiative au niveau de l'animation, chose que un autre manga du Big Tree a, peut-être même en trop, justement. Vous verrez ma vidéo sur ma réaction au Gear 5, c'est One Piece. Et parce que là on a vraiment des animateurs, et Shiroda le dit lui-même qu'il ne supervise pas tout le temps les épisodes de One Piece, il est trop occupé par la création du manga, par plein de choses, enfin voilà. Il supervise les OAV, il supervise des choses, mais en tout cas pour l'animé, il a laissé les clés à la Toei, et la Toei fait du Dragon Ball. Excusez-moi, elle fait du Dragon Ball désormais. Non, je rigole. Je crache dessus parce qu'on a quand même une qualité d'animation qui est incroyable, mais je sais pas, moi je suis pas à 100% convaincu par ce qui se passe dans One Piece. Je trouve que c'est surchargé, et par exemple l'épisode du Gear 5, je l'ai trouvé totalement, enfin Gear 5, j'ai trouvé totalement raté par rapport au fait qu'il y avait trop
trop de propositions. Là où Bleach, le cours 2 commence malheureusement avec trop peu de propositions, selon moi. Mais c'est efficace, dans le sens où ça reste beau, parce si je suis fan du manga, j'adore tout ce qui est très, on va dire, correspond totalement au manga, mais j'aurais voulu voir une animation qui m'époustoufle, et j'ai pas été époustouflé. Cependant, la donne a totalement changé à partir d'un épisode que j'ai vu et j'ai même pleuré devant. Donc je vous le dis, votre sensei préféré pleure devant des épisodes, ça lui arrive. Et c'était devant l'épisode avec Rukia et H-Note. Je sais pas comment ça se prononce, pour moi c'est H-Note. Byakuya il dit S-Note, je sais pas. De toute façon, dans cette dernière partie, comme c'est des noms allemands, attention, trigger warning, je ne dis pas que l'allemand est une langue qu'il ne faut pas absolument pas prononcer, mais par exemple, Yuhaba, comme ils disent dans l'animé, on l'a tous appelé Iwatch, parce que ça s'écrit Iwatch, et puis Iwar, pour en penser. Mais bon, voilà. Et donc ce combat, j'ai trouvé incroyable, parce que déjà, il rayonne de beauté au niveau des prises d'initiative, enfin, dans l'animation. Il rayonne de beauté au niveau du Bankai final de Rukia, qui est quand même magnifique, qui clôt l'épisode, mais c'est d'une beauté incroyable. Mais prenons les choses dans l'ordre. H-Note. H-Note m'a véritablement fait ressentir la peur. Pas comme dans un film d'épouvante ou autre, mais j'ai compris la peur avec lui. Tu la comprends. C'est ça qui est intéressant. C'est quand même quelque chose de primordial, de purement pulsionnel en nous. On a beau écrire sur la peur, on a beau faire plein de choses. La peur, c'est avant tout une pulsion de survie, une pulsion de réaction à ce que l'on peut considérer comme étant une mort possible, une mort imminente. Et donc, que la peur, en fait, ça se réfléchit pas. C'est pas, on a beau se prémunir contre la peur avec beaucoup de réflexion, et ça on l'avait déjà vu avec Byakuya, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre chair, qu'on ne pourra jamais éviter, qu'on ne pourra jamais fuir véritablement. Et Rukia, elle aussi, est totalement, est totalement effrayée. Et elle rappelle quelque chose, et H-Note le dit aussi, tout ce qui est vivant connaît de la peur. Alors, je sais pas pour les plantes, parce qu'il n'y a pas de langage avec tout ce qui est de l'ordre de la faune, mais il est vrai quand même que c'est hyper intéressant, on peut réfléchir dessus. Est-ce que le concept de peur ne prend sens que lorsqu'il est que parce qu'il est lié au concept de vie? C'est une pensée hyper intéressante que nous pose Tite Kubo là, parce que c'est vraiment, il y a une réflexion très structurée avec le personnage d'H-Note, et aussi ça montre son côté implacable. Tant que tu seras vivant, tu ne peux pas m'échapper. Et donc, Rukia comprend qu'il va falloir quitter le règne du vivant via la baisse de la température de son corps, afin de prémunir tout ce qui est de l'ordre de la réaction musculaire, des nerfs, tout cela, parce que même si sa psyché n'est pas soumise à la peur, son corps, lui, est totalement soumis à la sensation de peur et ne peut pas faire autrement. Et donc voilà, elle comprend le point faible d'H-Note, mais H-Note revient de plus belle, il la paralyse d'autant plus, et bien évidemment c'est là où elle nous sort son Bankai, notamment avec l'arrivée de Byakuya, qui vient la sauver à un moment, mais elle, quand même, déjà, que Byakuya vienne sauver Rukia, alors qu'au début du manga, c'était un personnage qui l'a condamné. Bon, oui, il l'a sauvé après, par maintes reprises, mais cela montre davantage à quel point leur relation a évolué. Mais donc, Rukia est quand même un personnage qui a, d'une certaine façon, complété son écriture, parce que elle était écrite comme la Kuchiki bâtarde, entre guillemets, la Kuchiki qui n'avait pas sa place dans ce monde noble qui est celui de son frère. Et par conséquent, il y a une conclusion de tout ce qui se passe entre Rukia et Byakuya pendant toute l'œuvre, où Byakuya reconnaît enfin sa puissance et l'invite à utiliser son Bankai et l'accompagne dans l'utilisation de son Bankai. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment une relation de frères et sœurs qui s'aident et qui évoluent ensemble dans l'univers de Bleach. Et c'est ça qui est beau, et je vous avoue que c'est ça qui m'a fait tirer une larme. C'est-à-dire que la relation Byakuya-Rukia est magnifiquement conclue, on va dire. Voilà. Donc ça, c'était vis-à-vis de l'épisode de H-Note. Dernier mot par contre par rapport à H-Note, c'est que la sensation qu'il a
de peur qu'il transmet est en fait la sienne, qu'il ne peut pas lui-même nier, même s'il maîtrise la peur, il ne peut pas nier sa peur primordiale à lui, qui est la peur de la mort. Et donc ce qu'il transmet à Rukia et Kochiki, c'est tout simplement la peur de la mort. Et peut-être que la peur primaire chez tous les êtres vivants, effectivement, c'est l'altérité totale, c'est-à-dire la mort. De toute façon, le concept d'altérité est toujours quelque chose d'hyper intéressant quand on analyse le sujet, et effectivement, l'autre nous fait toujours peur d'une certaine façon, dans la rencontre de l'autre, parce qu'il y a de l'inconnu, il y a du mystère, que ce soit l'autre géographique, quand on doit découvrir une contrée ancienne, que ce soit l'autre avec une autre culture ou d'autres valeurs qu'on doit découvrir, mais on doit dépasser nos préjugés justement à ce moment-là pour pouvoir rencontrer quelque chose qui va s'inviter dans notre monde, parce que c'est quand même notre intimité, notre monde, et enfin l'autre comme étant la mort, parce que ce qui nous caractérise de façon totale, c'est la vie. Avant même la raison, je pense, c'est la vie. En tout cas, Bleach amène à une réflexion intense et je trouve ça hyper intéressant qu'on nous ait proposé un épisode avec cette DA-là et que la DA commence vraiment. On pourrait dire qu'il commençait avec l'épisode d'avant avec Renji et son Bankai, mais en soi, je considère plus ça comme étant du fanservice parce qu'on avait juste marre de dire que Renji servait à rien. Ça, c'est mon avis personnel. Il est très stylé, il est incroyable, son arrivée est stylée, mais c'est avec l'épisode de Rukia que j'ai eu vraiment une claque. Passons à la suite, à savoir l'épisode de la semaine dernière entre Kenpachi et Grémy. Un épisode très impressionnant. Il est remarquable d'un point de vue visuel. On avance encore plus. Mais j'ai aussi mes critiques. Parce qu'on a une belle représentation de leur puissance, notamment celle de Kenpachi, le fait que c'est un vrai Kenpachi, tout ça. Il y a l'autre élément hyper important dans l'épisode, c'est-à-dire la relation Kenpachi et Yachiru. Pour ceux qui ne lisent pas le manga, ils ont une relation très particulière. Vous saurez, pour ceux qui lisent le manga, et qui se conclut de façon magnifique. Et nous avons du coup la phase de météorite dans l'épisode. Alors je vais vous le dire, ça ne m'a pas impressionné. Parce qu'on est habitué aux météorites maintenant. Je veux dire, entre Madara, entre Zoro, voilà, je veux dire, il y a un code qui s'est créé, qui est malheureusement devenu un code, et qui, moi, m'a pas totalement impressionné. Ce que j'ai adoré, c'est la tête de Kenpachi enfant. Ce que j'adore dans ce combat, c'est Kenpachi qui coupe l'espace pour revenir vers Grémy, et qui montre que sa puissance dépasse l'imaginaire. Et ça, en fait, je trouve que l'épisode, je vais vous le dire, là franchement raté. Il est réussi, mais il est aussi raté. Parce que comme ils ont comme DA maintenant de tout mettre en un seul épisode, c'est-à-dire tout un combat, ils ont un laps de temps qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et dans ce combat-là, malheureusement, des scènes auraient mérité d'être beaucoup plus appréciées. C'est-à-dire que je regardais l'épisode avec quelqu'un, et cette personne, je lui ai fait, t'as vu quand Kenpachi casse la face, fait à quel moment il fait ça? Et on me fait, ah oui, c'était très rapide. Je veux dire... ok, d'accord, on rentre dans l'ère des impact frames, ok, on rentre dans l'ère de tout ça, ok, on fait plein de choses, mais laissez le temps. La beauté d'un manga, je rappelle, en tout cas dans sa lecture, c'est la contemplation. Et la beauté d'une animation, effectivement, c'est son animation. Mais l'animation peut être sublimée aussi par les moments qu'elle laisse, qu'elle nous laisse contempler. Ça aussi, c'est la beauté de l'animation. Il n'y a pas que de la vitesse. Je veux dire, j'aurais aimé pendant plus de temps voir le Kenpachi enfant en train de crier d'extase quand il frappait la météorite. J'aurais aimé cette case de l'œil de Kenpachi qui sort de l'espace. Elle m'a marqué. J'aurais aimé la voir plus longtemps. Enfin voilà. Sinon, très bel épisode, mais pour moi il ne mérite pas le nom d'épisode de l'année, parce que l'année n'est pas finie d'une part, et puis c'est un titre qu'on donne à chaque épisode incroyable qui sort, donc voilà. Récemment c'était l'épisode de Gojo et Toji, épisode de l'année, tout ça, voilà. Celui de Tengen et Gyotaro l'an dernier, pendant longtemps on dit qu'épisode de l'année, mais il y en a d'autres qui sont sortis, enfin voilà, notamment avec le cours 1 de Bleach, enfin voilà. Ça c'était pour l'épisode de Kenny et Grémy en soi, oui, il est bien fait. Enfin moi il m'avait plus marqué dans le manga, parce que le pouvoir d'imagination... Voilà, et arrêtez de vous plaindre de la CGI. La CGI maintenant est inclue dans les mangas et elle évolue. Et elle prend sens. Quand on voit les flingues derrière Grémy, ça prend sens. Ça marche bien. Faut arrêter de se plaindre. Notamment avec le Bankai du capitaine... Oula, j'ai oublié son nom. Ouh, j'ai un trou de mémoire. Komomaru, capitaine... Komamura, voilà, Komamura, avec son Bankai qui lui était en full CGI, et alors, ça rend bien, ça rend très bien, enfin voilà. Et enfin, l'épisode de samedi dernier, à savoir l'épisode du retour de la chèvre de retour, the goat is back, c'est un retour triomphal. On l'attendait, il est incroyable, Ichigo Kurosaki, et vole la caméra.
C'est-à-dire, il vient, il prend une caméra 4K, et il part en courant avec, il dit c'est à moi maintenant. Non, vraiment, un retour génial. Je suis extrêmement fan de cette scène, notamment avec la nouvelle OST. Oui, parce que son OST a encore évolué, c'est la 3e fois. C'est la 3e fois qu'elle change. J'aimais bien la voix d'avant, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'instru qui a un peu changé selon moi, et il fait beaucoup plus rock, qui rentre plus en symbiose avec l'opening du coup du cours 2. Et je suis très très fan. Mais c'est bizarre quand même de changer autant l'OST d'un personnage. Alors peut-être que ça se fait souvent, mais en tout cas moi, ça m'a fait bizarre que ça change autant. Mais voilà, c'était un élément parmi tant d'autres. Mis à part ça, donc le roi est de retour, il est puissant. Et pour moi, une des caractéristiques de la puissance que j'adore dans le shonen, et qu'on voit beaucoup dans Bleach justement, notamment avec l'arc Aizen, tout ça et tout, l'arc Karakura, c'est le calme olympien des forts. C'est-à-dire que plus tu es faible, c'est comme dans la vie, hein, comme un chihuahua qui crie plus qu'un Doberman, mais plus tu es faible, plus ça va se voir et se sentir. Plus tu es fort, plus tu es posé face à la situation. Et Ichigo est arrivé tranquille, sans Getsuga Tenshu, et n'a même pas eu besoin de crier. Et ça, c'est une belle représentation de la puissance. Il y a la scène avec le badge de Yashiro, qui veut dire tant de choses, et qui, encore une fois, je vous le dis, hein, alors oui, on a un rythme manga dans cet épisode, mais purée, mettez une OST, mettez quelque chose, enfin je veux dire, c'est une scène déchirante. Yashiro a disparu. Et on sait pourquoi. C'est horrible. Bon, enfin bref. Les Bombies. Je les appelle comme ça, je sais pas si on dit les Bombies, mais en tout cas le groupe de femmes Quincy là, incroyable. Très belle représentation, très belle animation. Et là, encore une fois, comme je vous le dis, depuis l'épisode avec Rukia, il y a de la DA. Il y a des rajouts que j'ai vus sur Twitter, notamment, qui sont géniaux. Je suis fan des Bombies et de comment elles se sont battues. De la personnalité de chacune, comment elle est représentée. Du côté badass, parce qu'elles ont tout un côté badass à leur façon. Et oui, non, j'ai pas grand chose à dire sur elles. Hein. Elles volent la... encore une fois, elles aussi, elles volent la caméra. Alors, je sais pas, il y a un voisin qui déplace des meubles, donc je sais pas si vous entendez dans le podcast, mais si vous l'entendez pas, c'est tant mieux. Si vous l'entendez, ce n'est pas des gaz. Voilà. je sais que ça peut se confondre. Voilà, là, je crois que vous avez entendu. Je sais que ça peut se confondre avec autre chose. J'ai une alimentation très équilibrée. Voilà, c'est dit. Donc, et autre élément de l'épisode qui vient le conclure, 2 éléments. Yhwach et Uryu qui montent au palais du roi spirituel avec Ichiji, si je me trompe pas, qui est un des capitaines de la division 0 qui d'ailleurs a un plan parce qu'il reste comme ça à attendre, donc il sait ce qu'il fait. Et de l'autre côté, du coup, Uryu le traître, Uryu le méchant, Uryu Ishida qui monte avec Yhwach, on a compris, et surtout qui tire sur Ichigo, et l'arrivée, donc le deuxième élément de la Karakura Team. Trop bien. Alors, on va parler rapidement d'un sujet société. Les gens se sont pas plaints d'Orihime, mais se sont plaints de Sarada. C'est ce qui était dit sur Twitter. Et ils trouvent, les fans de Boruto trouvent ça injuste. Moi, je dirais pas qu'il faut trouver... Calmez-vous. En fait, calmez-vous dans le sens où arrêtez de dire pourquoi on fait pas de polémique sur Orihime, tout ça. En fait, il n'y a même pas de polémique à faire. Un chara design, c'est un chara design. Faut laisser les femmes s'habiller comme elles veulent. Et ça vous passe par-dessus la tête, et puis c'est tout. Voilà. Y a pas... En fait, des gens réclamaient une polémique sur Orihime. Mais on est où là pour réclamer une polémique pour créer une égalité parce que Bleach a une meilleure communauté qui vient pas se plaindre, nanana, nous aussi, enfin voilà, maintenant on va vous prouver qu'elle a aussi concert, ou je sais pas quoi. Même les arguments pour les défendre sont débiles et ne marchent pas. Parce que c'est un fait. Il n'y a pas de polémique à avoir. Un personnage féminin s'habille comme il veut. Tite Kubo le dit tout le temps, il est fan de grosse poitrine, il le cache pas, et surtout pour lui ça permet de sublimer la femme, enfin c'est sa vision à lui de la belle femme, et il le dit lui-même, la belle femme dans le manga. Il dit que dans la vraie vie il a aucunement cette conception là, mais effectivement un mangaka est dans une industrie et doit vendre, et ces personnages féminins vendent beaucoup, enfin sont très vendeuses dans une industrie, et il en est conscient. Il le dit dans le guidebook quand il parle avec Gege Akutami, il lui dit oui, les femmes à forte poitrine, moi j'adore les dessiner, mais dans la vraie vie j'ai un avis totalement inverse. Voilà, c'est comme ça, c'est un argument de vente,
différentes. Gege, lui, ne fait pas de fanservice parce qu'à ce qui paraît, ses parents lisent le manga, donc il n'a pas envie d'en faire. J'adore cette explication, elle est incroyable, encore une fois, elle est golden. Mais du coup, voilà, je pense qu'il faut arrêter de vouloir créer des polémiques pour rien, et aussi de faire des polémiques pour rien, enfin voilà quoi. Passons à la deuxième rubrique, les lectures de l'été. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes arrivé à la deuxième rubrique, lecture de l'été. Alors je vous préviens, je ne suis pas un grand lecteur, parce que j'ai tout simplement pas beaucoup de temps à accorder à la lecture manga. Quand je peux, je lis, et surtout que je relis les choses que j'aime bien, notamment Vagabond, j'essaie de me relire tous les tomes en format physique, parce que j'avais lu Conscan à l'époque, mais mes libraires, coucou BD Fugnis, me proposent souvent des nouveautés qui, elles, méritent d'être lues, et j'ai lu deux nouveautés que je trouve franchement géniales. La première, vous la connaissez tous, la deuxième, je pense que vous la connaissez un peu moins. La première, c'est Undead Unluck. Undead Unluck, ça a été une très belle surprise pour moi, parce que je me faisais un peu chier, j'ai lu le premier chapitre, et je vous le dis, hein, et j'ai adoré. Votre sensei a adoré Undead Unluck. Surtout qu'il y aura bientôt une version animée, et je n'aime pas regarder une version animée si je me suis déjà lancé dans le manga, parce que je dois d'abord le finir et tout, et être à jour. C'est ce qui m'est arrivé pour Hell's Paradise, je n'ai que le tome 1, donc je n'ai vu que jusqu'à l'épisode 2. Voilà, donc je veux d'abord finir de lire les tomes avant de voir la suite de Hell's Paradise. Et donc pour Undead Unluck, la version animée promet, ça a l'air cool, c'est édité donc chez Kana. Et l'action est prenante et efficace, j'adore les personnages, j'adore leur pouvoir, j'adore la dynamique entre eux, qui est très ancien manga au niveau de la relation entre l'homme et la fille, dans le sens où c'est une romance cachée, mais il reste quand même bref, de la romance dans le shonen, on aime bien parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va naître entre eux. La société donc enfin je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas ceux qui annulent les règles du monde, et surtout le monde est très bien expliqué, notamment avec les personnages, mais aussi comment l'action évolue, et ça c'est vraiment très apprécié dans Undead Unluck. Moi j'adore cet aspect là d'Undead Unluck, faites-en plus de tomes, n'arrêtez pas cette série, en tout cas elle me plaît énormément. J'ai pu la lire, j'ai eu des moments de grâce où je pouvais le lire tranquillement sur un transat l'été, et c'était génial. Je comprends les gens qui vont lire sur la plage maintenant, je les comprends totalement, c'est génial, j'irai le faire, j'habite dans le sud, je vais en profiter. Deuxième lecture qui m'a beaucoup plu, Snowball Earth. C'est, je sais plus de qui c'est écrit, j'ai pas le manga sur moi, si je me déplace ça fera trop de bruit, donc la prochaine fois je préparais pour l'épisode 2. Mais en tout cas, Snowball Earth, ça a été une vraie surprise parce que je m'attendais à rien. Et j'ai été franchement bien surpris parce que j'ai été pris dans le récit, je l'ai trouvé sympa, dans le sens où le dessin m'a rappelé les dessins de manga SF, j'aime beaucoup le dessin, les thèmes abordés me parlaient, notamment au niveau de la complexité des relations sociales, l'anxiété sociale qui est bien abordée. On a de plus en plus de mangas qui parlent d'anxiété sociale, comme Komi cherche ses mots, tout ça, qui viennent du coup apporter une aide aux gens qui en souffriraient, donc il y a une dimension pédagogique géniale de la part des mangaka, et encore une fois on ne veut pas se le cacher, le manga est une industrie, c'est quelque chose qui se vend bien parce qu'il y a plein de gens qui s'identifient. N'oublions pas que nous sommes dans le domaine de la fiction, donc dans un domaine qui plaît plus, et c'est une réalité quand même, et j'en fais partie, c'est-à-dire aux geeks un peu introvertis, tout ça, parce que moi ça a été, enfin les mangas ont été un refuge pour moi, donc je sais pas pour vous, mais en tout cas je parle depuis mon expérience à moi. Alors, Snowball Earth, je trouve que l'originalité du truc, c'est que c'est le sauveur dont tout le monde parle. Lui, son rêve, c'est de se faire des amis. Il a un manuel nullissime pour s'en faire. Et comme c'est le sauveur de l'humanité, c'est son titre, il va revenir sur Terre, et donc il y a une poignée d'humains encore. Ils savent pas que c'est le sauveur du coup, parce qu'il s'est passé quelque chose, je vous raconte pas tout. Et il va devoir se faire des amis, mais il a de l'anxiété sociale, il a du mal à parler avec les gens, il a du mal à se lancer, tout ça, enfin voilà. Et philosophiquement c'est intéressant, pourquoi ? Parce que ça nous montre la puissance du langage dans nos réactions avec autrui, nos interactions, et c'est peut-être même via le langage que nous sommes des animaux politiques, des animaux sociaux. Et c'est une thèse hyper intéressante dans le sens où le langage est le sacre-saint de notre sociabilité. Et ça paraît être une thèse qui est totalement admise dans l'esprit de tous, parce que oui, on peut pas se faire d'amis si on parle pas et tout. Non, parce que Snowball Earth joue aussi sur l'autre aspect. S'il y a du mal à parler, c'est par l'action et l'effet qu'il va réaliser sur le monde, qui va se faire des amis. Quand il va sauver les gens, quand il va prouver qu'il est encore une fois le sauveur, ça va lui permettre de créer des liens. Non, je trouve que Snowball Earth c'est intéressant pour montrer la puissance du langage et comment ça joue sur quelque chose qu'on considère déjà inné en nous, qui nous appartient déjà, qui est notre sociabilité, mais qui en réalité, la sociabilité n'est pas un acquis mais une construction.
finalement à faire. Donc voilà, c'est mon avis Snowball Earth, j'irai pas plus loin parce que c'est reste quand même l'épisode 1, je ferai des épisodes plus fouillés la prochaine fois. Là j'ai pu tester mes talents d'improvisation entre guillemets, je suis assez content, je vois comment je dois écrire mes notes à partir de maintenant, vous m'accompagnez vraiment dans le processus créatif et j'aime beaucoup, mais voilà, donc et j'ai commencé aussi, mais là c'est pas dans les lectures, c'est un animé Disney+, j'ai vu l'épisode aujourd'hui, donc Disney+, animé, et Tengoku Daimakyo. Voilà, Tengoku Daimakyo. Alors, Tenjo, du coup, parce que c'est paradis. J'ai trouvé très sympa. C'est un post-apo, mais le manga est un genre post-apo. Ça, si vous me suivez, vous l'avez compris. C'est grâce à mon directeur de thèse que je m'en suis pleinement rendu compte. Merci encore, Baptiste Rapin, pour ça. Lisez son livre, il est génial. Les personnages sont très attachants, il y a une réflexion sur les disparités sociales, encore une fois, c'est un thème récurrent, certes, encore plus dans les scénarios post-apo, sauf que là, je trouve que c'est un propos assez hegelien aussi, dans le sens où ceux qui vivent, entre guillemets, dans l'enfer, en dehors de la Cité d'Or, les mystères de la Cité d'Or, en fait, sont comme des esclaves, finalement, ils sont réduits à rien. Bon, ils travaillent pas pour des maîtres, mais ils sont réduits à rien, cependant ils ont une vraie maîtrise de la nature, ils savent survivre, alors que ceux qui sont dans leur cage dorée, multiplions les métaphores, pourquoi pas, ceux qui sont dans leur cage dorée, malheureusement, je pense que si on les met un peu dehors, ils réussiront pas à vivre. Donc là c'est intéressant, on va voir où ça va, mais voilà. Du coup, je ne m'attarderai pas plus parce que je pense que vous êtes peut-être arrivé à destination, vous avez fini de siroter votre café. Je fais pas un podcast beaucoup plus long, je pense que les prochains épisodes seront sensiblement plus longs, j'aurai peut-être plus de choses à dire, on verra. En tout cas, c'était votre podcast Full Metal Podcast hebdomadaire, épisode 1 ou épisode 0, on verra. Et c'était aussi Gatsu Sensei. N'oubliez pas, vous êtes la génération terrible et surtout, vous avez 4 heures.